Donc, en fait, on va faire ça à deux voix sur la maladie d'Alzheimer. Je vais faire une introduction un peu générale sur ce qu'est la maladie d'Alzheimer, à la fois sur le plan clinique, mais aussi sur le plan médiatique et familial, et puis sur le plan politique. Ensuite, je passerai la parole à Christophe qui abordera les fondements de la maladie d'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer dans le cerveau et toutes les recherches qui sont menées autour des protéines qui sous-tendent en fait la maladie. Et puis je reprendrai la parole ensuite pour vous parler de quelque chose qui est une extrêmement bonne nouvelle, c'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer recule actuellement depuis 20 ans, et c'est une chose qui est pas tellement dite, c'est une des rares maladies qui recule actuellement malgré le vieillissement de la population qui continue bien sûr avec l'espérance de vie qui ne cesse pas de croître. En fait, la maladie d'Alzheimer, je pense que vous le savez, a été décrite par Alois Alzheimer en 1906. Et la première photo que je veux vous montrer, c'est celle de cette première femme. Vous verrez 3 photos de femmes. Cette première photo vous montre Auguste Deter. C'est la première malade qui a présenté la maladie d'Alzheimer, en tout cas qui a été diagnostiquée, parce que la maladie d'Alzheimer existe probablement depuis fort longtemps, au moins 2000 ans. Mais à l'époque de Alois Alzheimer, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, eh bien c'est à cette époque-là que à la fois le microscope a été inventé et puis toutes les techniques de coloration du cerveau qui ont permis de faire une analyse histologique du cerveau d'un patient qui était décédé d'une maladie donnée. Et donc Alois Alzheimer, il a pu décrire cette maladie en décrivant le cas de cette personne qui s'appelle donc Auguste Deter, dont les troubles ont commencé à l'âge de 51 ans. Vous voyez que c'est pas une maladie de la vieillesse, hein, ça peut être aussi une maladie de gens beaucoup plus jeunes, 51 ans, et qui a commencé par des troubles de la mémoire et une jalousie exacerbée vis-à-vis de son mari. Donc la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas que la mémoire, c'est aussi des troubles du comportement. Et en fait, elle a été beaucoup plus vue par Alois Alzheimer, qui était avant tout psychiatre, à cause de sa jalousie exacerbée qu'à cause de sa mémoire. Alors, la jalousie exacerbée, c'est pas un signe extrêmement fréquent, je vous rassure, de maladie d'Alzheimer, pour ceux qui auraient éventuellement une jalousie exacerbée. Donc, Auguste Deter, elle a été suivie pendant 6 ans par Alois Alzheimer, et elle a fini par mourir. Et à l'autopsie, donc, l'examen neuropathologique a montré 2 types de lésions, les plaques séniles dues à l'accumulation de protéines A-bêta et la dégénérescence neurofibrillaire, qui est alors que les plaques séniles sont surtout extracellulaires, la dégénérescence neurofibrillaire, elle est intraneuronale, et Christophe vous en parlera plus en détail, qui est une pathologie de la protéine Tau. On a donc une maladie qui est en fait une protéinopathie. Ce qu'on ne sait pas, c'est en fait est-ce que ces protéines ont un rôle causal de la maladie ou elles sont simplement les conséquences de la maladie, et c'est tout le challenge que des chercheurs comme Christophe ont à résoudre et à faire face pour savoir est-ce que c'est causal ou est-ce que c'est simplement une conséquence. Alors la maladie, à la suite de ça, elle a été totalement oubliée parce que c'était considéré comme une maladie rare. Évidemment, on se connaissait la démence sénile, on la connaissait depuis le roi Lear, on la connaissait depuis longtemps, mais on ne faisait pas l'assimilation entre ce qu'est démence sénile et ce qui est maladie d'Alzheimer. Et en fait, cette maladie, elle a été oubliée très exactement jusqu'en 1987, où 2 femmes ont mis la maladie d'Alzheimer sur le plan médiatique. Et ces 2 femmes sont d'une part Rita Hayworth, d'autre part, Yasmine Aga Khan. Yasmine Aga Khan était la fille de Rita Hayworth et de l'Aga Khan, qui était un prince indien. Et c'est à partir de 1987 et du passage à la télévision de Yasmina Aga Khan que les choses ont complètement changé. Yasmina Aga Khan a dit à la télévision, ma mère Rita Hayworth a la maladie d'Alzheimer,
Et moi, sa fille, je vis un drame absolu. Et donc, les Américains, et puis ensuite le monde entier a pris conscience que la maladie n'était pas uniquement une affaire de vieillards, mais c'était aussi une affaire de toute la famille des vieillards qui souffraient énormément. Elle a dit, ma vie a été bouleversée par la maladie de ma mère. Dans la foulée de cette émission sur CBS, a été créée la première association de familles de malades. Et là, réellement, on a commencé à prendre conscience que la maladie était un réel problème majeur de nos sociétés et probablement au XXIe siècle, le problème majeur dans le domaine de la santé. Le problème majeur, évidemment, d'autres problèmes nous assaillent actuellement et ce qui s'est passé hier soir à Manchester nous rappelle que c'est quand même quelque chose d'absolument atroce qui se passe. Néanmoins, sur le fond, notre société a un challenge à relever qui est celui du vieillissement et de la maladie la plus terrible du vieillissement qui est la maladie d'Alzheimer. À partir de là, la maladie est devenue un problème majeur de santé publique et puis une priorité. Et ça a débouché sur un certain nombre de plans nationaux pour se mobiliser contre la maladie. Et ainsi en France, la France a été en tête dans le monde jusqu'en 2010 au moins pour l'éveil politique face à cette maladie. Et c'est vrai que maintenant, à cause de la crise, on est un peu en retrait à nouveau pour se mobiliser, mais les choses ont quand même eu une continuité, et ça, malgré le passage de droite à gauche et de gauche à droite. Espérons qu'avec En Marche, ça continue, parce que c'est évidemment un challenge tout à fait essentiel. Ainsi, de nombreuses choses ont été créées. Oh là là, c'est trop vite. Nombreuses choses ont été créées, les consultations mémoire, les CMRR, l'exonération du ticket modérateur, les ESA, etc. Passons. Donc il y a une continuité de la décision politique. Malgré cette continuité, eh bien regardez ces chiffres, la proportion de cas diagnostiqués dans la population et de recours aux spécialistes n'a quasiment pas changé depuis le début. 30% en 2002, et bien 24% chez les sujets en 2014. Pourquoi? Deux raisons principales. La maladie fait peur. Elle fait extrêmement peur à tout le monde. Tout le monde a beau dire « Ah, si j'avais la maladie, j'aimerais bien qu'on puisse faire le diagnostic. » Mais comme disait Coluche, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Et donc, quand les gens commencent vraiment à avoir des problèmes, eh bien, ils ont plutôt envie de l'oublier. Et leur famille, c'est la même chose. Donc, nous n'avons pas réussi à changer le recours aux spécialistes. Et l'autre raison, laquelle est-ce? Ben, c'est que malgré les travaux des chercheurs, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé de traitement efficace contre cette maladie, mais simplement des traitements capables de la ralentir un peu. Donc, on va demander à Christophe, maintenant, de nous dire quels sont les espoirs qu'on peut avoir, qu'est-ce que la recherche nous apporte dans ce domaine de la compréhension. Donc, il faut changer. C'est bon? J'étais un petit peu perturbée par le problème technique et j'ai manqué à tous mes devoirs. Je ne vous ai pas présenté Simon Mito, qui est dessinateur du collectif Croc en Jambes et qui va intervenir en faisant des petits croquis tout au long de la conférence. Et je voulais aussi remercier, du coup j'en profite, les étudiants de la NBA qui nous aident beaucoup pour les organisations. Mais ça ne marche pas, j'ai l'impression. De quoi? Le pointeur? Je sais pas. Si, non, un peu. Il n'a plus beaucoup de pieds là. Mais tu peux changer les slides. Tu veux ça? Si tu veux changer. Bon. L'introduction, là, il faut jouer. Je fasse shift quoi? Shift. Oh, c'est pas grave, j'ai pas besoin de ça. Je l'enlève. Je vais faire ça à la main. Bon, bonjour et merci d'être venus nombreux ici. Je voudrais
redire quelque chose que Claire vous a dit. Moi, je suis pas du tout médecin. Je suis un biologiste fondamental. Je m'intéresse aux synapses depuis assez longtemps. Ma mère me dit toujours, mais t'en as pas marre de t'intéresser aux synapses. Mais c'est ça. Depuis que j'ai commencé, je m'intéresse aux synapses. Et en fait, je suis venu à m'intéresser à la maladie d'Alzheimer probablement grâce à ce qu'en a dit Jean-François, c'est-à-dire au soutien qu'il y a eu sur cette pathologie et le fait qu'on a pu en parler, on a un certain nombre de possibilités pour travailler ensemble sur cette question qui est une question extrêmement complexe. Alors, il y a différents niveaux d'analyse de cette pathologie. Le niveau clinique, ça, je pense que Jean-François en reparlera tout à l'heure. Le niveau neuropathologique qui permet de mieux comprendre quels sont les mécanismes physiopathologiques de cette pathologie progressive, hein, qui se développe progressivement. Donc, on va voir un petit peu ce que veut dire ces plaques amyloïdes et cette dégénérescence neurofibrillaire. Ensuite, c'est les deux niveaux qui m'intéressent et qui intéressent beaucoup de chercheurs, c'est d'essayer de comprendre au niveau des circuits de neurones et des circuits et des cellules du système nerveux, les cellules gliales et les neurones, en quoi cette pathologie, c'est une dysfonction, un mauvais fonctionnement des circuits et des synapses peut être à la cause de cette pathologie. Et je parlerai aussi d'un aspect moléculaire qui est un peu la base en fait de beaucoup d'études qui sont réalisées maintenant dans le domaine de la recherche. Voilà. Donc les notions générales qui ont déjà été données par Jean-François, c'est que les causes de cette maladie, ce qui est très complexe, sont en fait mal connu, très mal connu. On parle de maladie neurodégénérative, c'est-à-dire une maladie qui conduit à la perte des neurones, mais en fait c'est une vision un peu lointaine en fait de la maladie, alors que la maladie s'est développée depuis des années et des années. Beaucoup de chercheurs considèrent qu'en fait avant la perte des neurones, il se passe déjà beaucoup de choses et que c'est probablement à ce niveau-là qu'il faut agir. Donc c'est effectivement une maladie neurodégénérative, mais avant ça, il y a un dysfonctionnement des circuits qui est sûrement beaucoup plus précoce et complexe et qui est le point de départ des problèmes cognitifs que peut avoir le malade. Effectivement, c'est une maladie de la mémoire et en particulier, vous le verrez, c'est une maladie qui s'attaque d'abord à des régions qui sont des régions importantes pour ce qu'on appelle la mémoire de type épisodique, c'est la mémoire la plus personnelle en fait qui existe, de qui on est, de où on est, de toutes les connaissances et de tous les événements qui se sont passés dans votre vie. Mais ensuite, cette maladie se propage à d'autres zones du cerveau. Enfin, ça là encore, Jean-François pourra en dire plus. Et ensuite, on a d'autres types de capacités qui sont atteintes, l'orientation, la reconnaissance des objets, l'utilisation du langage, la décision, les réflexions de tous ordres. Donc, pour ce qui est de la physiopathologie de la maladie, effectivement, ce qui est le plus frappant depuis Alois Alzheimer, c'est que cette maladie se caractérise sur des cerveaux post-mortem par ces dépôts de plaques, les plaques séniles. En fait, les chercheurs parlent de plaques amyloïdes qui sont très très visibles sur des cerveaux de patients après la mort et qui représentent en fait une agrégation, une accumulation d'un peptide qu'on appelle le peptide amyloïde, et je vais vous en parler un tout petit peu plus tout à l'heure. La deuxième chose, c'est ce que vous voyez marqué NFT, qui sont, comme l'a dit Jean-François, des inclusions intracellulaires d'une protéine qui s'intéresse au trafic en fait dans les neurones, à l'intérieur des neurones, et qui est mal formée et qui s'accumule au sein des neurones. Et puis ensuite, l'autre donnée importante, c'est qu'il y a une perte de neurones, en particulier dans les régions corticales, donc les régions les plus évoluées du cerveau. Donc, il y a une hypothèse qui a été formulée depuis 30 ans maintenant, depuis la découverte, je vous parlerai des formes familiales de cette maladie, mais c'est l'hypothèse la plus couramment admise,
c'est l'hypothèse amyloïde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le point de départ de cette maladie, dans cette hypothèse, c'est le mauvais processing de protéines qu'on appelle la protéine APP. Alors, j'ai pas de rien pour vous montrer, mais protéine APP, qui est une protéine qui traverse la membrane des cellules. Vous avez en horizontal la membrane des cellules neuronales, et il y a une protéine qui s'appelle l'APP, qui est coupée par des enzymes, différents types d'enzymes, soit dans une voie qui l'éloigne, qu'on dit non amyloïdogénique, donc qui éloigne de la production de ce peptide, soit vers une voie amyloïdogénique, à travers l'activité de deux enzymes successives, la bêta-sécrétase et la gamma-sécrétase qu'on ne voit pas ici, et ça conduit à l'accumulation, à la production d'un peptide qu'on appelle le peptide A-bêta, le peptide amyloïde, et quand ce peptide, dans des conditions de mauvais fonctionnement de ce système moléculaire, quand ce peptide s'accumule, ça conduit à la formation de plaques séniles et à la perte neuronale. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse la mieux admise sur les fondements physiopathologiques et moléculaires de cette maladie. Une des raisons pour laquelle cette hypothèse est aussi forte, c'est que d'une part, ce qui est le plus évident dans un cerveau de malade, c'est cette agrégation de ces plaques séniles qui sont des agrégations, des accumulations de ce peptide A-bêta, et que d'autre part, dans les formes familiales génétiques de la maladie d'Alzheimer, elles concernent directement des protéines qui sont impliquées dans cette cascade moléculaire. Je dis que c'est une hypothèse qui est remise en question. On en parlera peut-être avec Jean-François tout à l'heure, parce que une des grandes avenues des pistes thérapeutiques au cours des 20 dernières années, qui a coûté très cher à beaucoup de sociétés, beaucoup d'organismes de recherche, c'était d'essayer d'utiliser l'immunothérapie pour empêcher l'accumulation de ces peptides A-bêta, c'est-à-dire de dégrader ces plaques amyloïdes en utilisant des anticorps qui vont pomper ces peptides amyloïdes et les faire sortir de ces plaques. Et finalement, après 20 ans de recherche à tous les niveaux, mais en particulier au niveau de la recherche clinique, on arrive effectivement à supprimer ces plaques, mais on n'arrive pas à réverser la pathologie sur le plan cognitif. Et donc c'est des sommes folles. Enfin, je sais peut-être que tu as des chiffres, Jean-François, mais qui ont été dépensés là-dessus. Et pardon ? Oui. Et donc on est parti de cette hypothèse qui s'est un petit peu cassé la figure en cours de route. Enfin, je pense que pour l'instant on peut le dire comme ça. Il n'y a plus beaucoup d'espoir que ça fonctionne bien. En revanche, on continue à essayer de comprendre un petit peu comment on pourrait avec des approches pharmacologiques, empêcher l'accumulation de ces peptides, non pas en dégradant ce qui existe déjà, mais en intervenant beaucoup plus en amont sur la formation de ces peptides amyloïdes. Donc la deuxième chose, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ces fibrilles qui sont intracellulaires, ce sont des lésions qu'on arrive à retrouver à l'intérieur des neurones. Alors ce qui est intéressant de ce type de dégénérescence, c'est que c'est quelque chose qui se propage progressivement dans le cerveau. Et certains pensent que ça se propage à la manière de la protéine prion, c'est-à-dire que les protéines sont mal formées et elles propagent à la protéine d'à côté cette malformation, comme les prions, comme la protéine prion. Et en fait, cette propagation, elle suit un chemin qui est relativement classique, qui part d'une région du cerveau qu'on appelle la formation hippocampique, en particulier le cortex entorhinal, et qui se propage par des circuits synaptiques depuis ces régions hippocampiques au tout début de la maladie, puis à l'hippocampe, puis ensuite à d'autres structures, et qui ensuite envahit une très grande partie du cortex quand la maladie a atteint un stade très avancé. C'est important de parler de la génétique de la maladie d'Alzheimer. La plupart des formes de la maladie d'Alzheimer sont des formes sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base génétique à cette maladie d'Alzheimer. Dans la très très grande majorité des cas, ce n'est pas une maladie héréditaire. Le facteur le plus fort dans l'évolution de cette maladie, c'est l'âge.
C'est le vieillissement, donc c'est le plus grand facteur de risque. Et les symptômes apparaissent en général après 60 ans. Il existe cependant, ça c'est un champ de recherche assez important actuellement, il existe des gènes de prédisposition, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va déclencher la maladie, mais c'est les personnes qui ont ces gènes, comme par exemple le gène ApoE4, qui est le plus fréquent. Si vous avez une certaine forme de ce gène, vous avez 3 à 10 fois plus de chances d'avoir cette maladie. Donc, on parle de gènes de prédisposition. On ne comprend pas très bien le lien entre ces gènes de prédisposition et les protéines dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le peptide bêta-amyloïde et la protéine Tau, mais c'est un champ de recherche qui est important. C'est quand même important de parler des formes familiales de la maladie d'Alzheimer qui correspondent à moins d'1% des formes de cette maladie. Parce que même si ce sont des formes génétiques, il y a un lien très fort avec 3 gènes familiaux qui ont été découverts à ce jour, les gènes qu'on appelle présénéline 1, 2 et l'APP, qui sont tous dans ce schéma que je vous ai montré au début, l'APP étant la protéine à partir de laquelle est produit le peptide bêta-amyloïde, et la présénéline étant ce qui permet la catalyse de cette APP en protéines, en peptide amyloïde. Donc c'est vraiment des protéines importantes dans ce complexe. Alors il y a une chose que peut-être que tu en parleras un tout petit peu, mais il y a une différence majeure entre les formes sporadiques et les formes génétiques, c'est que les formes génétiques apparaissent très tôt. Mais au bout du compte, les symptômes de déclin cognitif, etc., je crois, sont probablement les mêmes. Donc même si c'est une forme très rare, c'est quand même un point d'entrée pour essayer de comprendre cette maladie, de savoir que ces formes génétiques déclenchent, c'est une mutation causale de ces gènes qui déclenchent cette maladie. Et en général, donc ces mutations, on sait maintenant qu'elles empêchent le fonctionnement normal de ces protéines, en particulier cette possibilité de cliver la protéine pour en faire le peptide bêta-amyloïde. Donc, quelles sont les grandes pistes de recherche comme je vous le disais au départ, on peut regarder et étudier cette maladie à différents niveaux. Il y a trois grands champs d'action dans ce domaine. Mieux comprendre les causes et les mécanismes physiopathologiques, trouver des biomarqueurs pour essayer de prévenir, pour améliorer le diagnostic et pour savoir assez vite, pour pouvoir agir assez vite sur cette pathologie. Et puis, tout ce qui concerne la recherche clinique et préclinique sur les pistes thérapeutiques, dont je vous reparlerai très rapidement. Donc, sur les grandes voies de recherche dans le domaine de la compréhension des causes et des mécanismes physiopathologiques impliqués, la première chose, c'est d'essayer de comprendre à quoi servent ces gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'APP, la présénéline, la protéine Tau, l'ApoE4. En fait, on ne sait pas. En gros, enfin, on sait, on a un certain nombre de données qui nous montrent que ça va agir à tel ou tel niveau, mais c'est pas comme une enzyme qui va permettre, par exemple, de fabriquer une hormone, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Elles existent dans différents compartiments cellulaires, elles interviennent. C'est quelque chose qu'on a un peu du mal à appréhender, mais c'est quand même une piste de recherche, enfin une piste de recherche qui est absolument essentielle si on veut mieux comprendre ensuite l'évolution de cette pathologie. Et en fait, bon, c'est un petit peu aussi le domaine dans lequel j'essaye d'apporter mon petit grain à tout ça. Quelque chose qui est très proche de ce qu'a fait Jean-François depuis longtemps, c'est la génétique et l'épidémiologie avec les facteurs de risque et les facteurs de risque environnementaux, mais aussi les facteurs de risque sur le plan génétique. Ensuite, comme je vous le disais, c'est pas seulement une maladie qui est due à une perte des neurones, mais aussi une maladie qui est due à un dysfonctionnement des circuits neuronaux, en particulier des circuits impliqués dans la mémoire. Ensuite, bien entendu, à un stade tardif, il y a des mécanismes de perte neuronale. Ce qui est très à la mode aussi, c'est tout ce qui concerne la neuroinflammation. Ça, on en parle dans plein de domaines, en psychiatrie par exemple, mais dans le domaine de la maladie d'Alzheimer,
c'est quelque chose qui est une piste de recherche importante. La neuroinflammation, c'est comment dire, des processus neuroinflammatoires qui peuvent être soit de la cause, soit des conséquences de cette pathologie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair, mais c'est une piste, éventuellement une piste thérapeutique intéressante. D'autres aussi pensent qu'il y a une origine vasculaire, métabolique à la pathologie. Et puis enfin, il y a beaucoup de recherches qui se font sur la compréhension des déficits de mémoire et cognitifs, à la fois chez l'homme et dans des modèles animaux. Pour ce qui est des pistes thérapeutiques, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de l'immunothérapie contre les peptides A-bêta. C'est une piste qui a coûté très cher et qui est très décevante. Donc, ce que souhaitent maintenant la plupart des gens qui travaillent à ce niveau-là, c'est d'intervenir plus tôt en amont par des outils pharmacologiques pour empêcher la formation de ces plaques. Donc, c'est par exemple des antagonistes ou des agonistes de ces enzymes qui clivent l'APP. Il y a aussi des pistes qui concernent l'agrégation de taux de ces neurofibrilles dans les neurones, et les polyphénols apparemment pourraient être une piste intéressante pour prévenir l'agrégation neurofibrillaire. Et ensuite, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu abandonné par les entreprises pharmaceutiques, mais il y a quand même encore à chercher des pistes qui s'attaquent aux symptômes, même si on sait que ça ne va pas empêcher la maladie, mais déjà de ralentir le déclin cognitif en permettant au circuit de la mémoire de mieux fonctionner à des stades précoces, en particulier de la maladie. C'est encore quelque chose sur lequel il faudrait beaucoup plus travailler, et je pense qu'il y a un petit peu moins de choses qui se développent. On se contente de ce qui existe actuellement, qui sont un anticholinéstérasique et la mémantine, qui sont deux composés qui marchent pas très bien en fait, enfin qui ralentissent très très modérément, disons, les symptômes. Je pense que voilà. Donc pour l'aspect biomarqueur, c'est quelque chose d'important. Quand je parle de biomarqueur, c'est d'essayer de comprendre de manière générale, d'avoir un meilleur diagnostic et un diagnostic plus précoce. Il y a énormément de choses qui se font, en particulier à Bordeaux. Et voilà, juste un exemple de ce qui se fait, c'est de l'imagerie chez l'homme en TEP pour pouvoir voir le plus tôt possible les plaques. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans la réalité des choses, à quel stade on fait une TEP, mais ça, peut-être que tu pourras le dire. Les outils existent, en tout cas. Moi, je vais vous donner juste deux petits exemples, parce que c'est mon domaine, mais après ça, on pourra discuter d'autres aspects si vous le souhaitez. C'est cet aspect synaptique. Il y a depuis une vingtaine d'années une hypothèse qui se développe progressivement, qui va un peu à l'encontre de cette hypothèse amyloïde, et une hypothèse en tout cas qui est basée simplement sur la mort des neurones. C'est l'hypothèse synaptique de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, le mauvais fonctionnement des synapses ou la perte des synapses est bien mieux corrélé au déficit cognitif que la perte des neurones et que les plaques amyloïdes. En fait, beaucoup d'études ont montré maintenant que on commence par les déficits cognitifs commencent bien avant l'accumulation des plaques, et que ce soit chez l'animal ou chez l'homme. Ensuite, l'aspect important aussi, c'est que ces deux protéines dont je vous disais qu'on ne connaissait pas bien le rôle, les protéines APP et présinéline, elles sont très enrichies dans les synapses. Et nous, dans mon équipe, on travaille un petit peu là-dessus. On a montré il n'y a pas longtemps que la présinéline joue un rôle extrêmement important dans des phénomènes, dans le fonctionnement des synapses, en particulier dans ces phénomènes de plasticité synaptique. Alors, qu'est-ce que c'est que la plasticité synaptique? Vous connaissez les synapses, ce sont les petites zones d'interface entre les neurones, qui permettent de connecter les neurones entre eux. Il y en a partout dans le cerveau, bien entendu. Et depuis 40 ans, on sait, on se doute, on étudie en tout cas l'hypothèse très fortement que la plasticité synaptique, c'est le mécanisme fondamental de la mémoire. La mise en mémoire, c'est le changement de la force de ces contacts entre les neurones.
et soit un changement sur le plan fonctionnel, soit un changement sur le plan structural, c'est-à-dire le changement en nombre et en structure, en morphologie de ces synapses, de ces éléments. Vous avez ici, par exemple, représenté des épines. Des épines dendritiques, en fait, vous avez donc des prolongements de neurones et puis des petites choses qui partent de ces neurones, de ces dendrites. Ça s'appelle des épines dendritiques. C'est là que se font les synapses et c'est une manière de compter un petit peu le nombre de synapses qu'on a dans le cerveau. Donc, moi, juste un exemple de ce qu'on a fait et puis ensuite on pourra parler passer à autre chose, mais puis en parler pendant la discussion si vous le souhaitez. Donc nous on s'intéresse au circuit de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette structure qu'on représente ici à gauche avec le gyrus denté et puis les deux régions CA1 et CA3. Et en fait, pourquoi on s'intéresse à l'hippocampe? Parce que c'est vraiment là que se fait l'encodage initial de la mémoire de type épisodique, c'est-à-dire quand, où, quoi, qui reçoit des informations en provenance du cortex entorhinal, et c'est dans ce cortex entorhinal que se manifestent les premières formes de dégénérescence, et en particulier des formes tau. On a des modèles de souris qui permettent de modéliser une partie de la maladie d'Alzheimer, pas tout. Et ces souris ont des problèmes d'encodage de la mémoire de type épisodique, en particulier ce qu'on appelle sur des tests comportementaux qui sont des tests de mémoire à un coup, c'est-à-dire qu'on les place dans un environnement et elles reconnaissent le contexte très vite, elles se souviennent très vite de ce contexte-là. Et ces souris modèles de la maladie d'Alzheimer, très tôt, elles ont des déficits dans l'encodage de la mémoire. Et en même temps, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait des déficits dans la plasticité synaptique de ces neurones de CA3 qui font en fait des boucles entre elles, qui font des circuits récurrents, qui sont a priori là où l'information est encodée au départ. Et on a montré dans un papier récent dans Nature Communication que ce déficit majeur de la plasticité synaptique, c'était dû à l'activation, à la surexpression d'un récepteur pathologique, le récepteur de l'adénosine, A2A. Et il se trouve que ce récepteur, en fait, A2A, il a un antagoniste qui marche très bien, c'est la caféine. Et donc la caféine, il y a un certain nombre d'études épidémiologiques qui montrent qu'en fait, il y a un lien. Alors ça, je sais peut-être. Il y a un lien entre la prise de café, 2-3 tasses de café par jour, pendant longtemps, et puis un retard dans l'apparition de certaines formes de déficit cognitif. Et en fait, quand on injecte, bon, ça peut avoir d'autres problèmes, hein, ça, le café, je sais pas. Mais c'est de l'épidémiologie, hein, c'est de la statistique, hein, ça n'a pas été directement testé chez l'homme dans ce cadre-là, mais quand on injecte un antagoniste de ces récepteurs A2A chez ces souris, ça permet à ce stade précoce, ça nous a permis de restaurer ces problèmes d'encodage d'informations rapides. Donc, bien sûr, c'est de la souris, c'est un modèle de maladie d'Alzheimer, et surtout, c'est une phase précoce de la maladie à laquelle on s'attaque, et peut-être que justement, il faut être capable d'agir assez vite peut-être, et puis peut-être que les récepteurs A2A sont une cible thérapeutique qui permettrait de retarder l'apparition de la perte de mémoire. Bien entendu, il faut maintenant passer le bébé à d'autres pour que les choses se fassent de manière un peu plus grande échelle, chez l'homme, etc. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait 20 minutes que je parle. Et j'avais un autre exemple, mais je pense que c'est pas la peine d'en parler tout de suite. Si vous voulez que j'avais un autre exemple. Donc, alors, je vous donne un autre exemple parce que ça donne un petit peu une idée du type de choses qu'on peut faire. Ça fait intervenir une technique qui est une véritable révolution dans notre champ disciplinaire, qui est l'optogénétique. Alors, je vous explique assez rapidement. Donc là, chez des animaux, on peut leur faire apprendre assez rapidement, avec pas mal de précision, un contexte. Donc on met un animal, une souris, dans un contexte qu'on appelle le contexte A, avec un certain nombre de couleurs, des odeurs, des textures particulières.
et dans ce contexte-là, on lui donne un choc, pas très fort, ça lui fait pas mal, mais ça lui a un choc qui est un peu déplaisant quand même. On le remet dans ce contexte A au bout de 24 heures, et l'animal, tout ce qu'il sait faire, c'est, comment on dit, freezer, je sais pas comment dire en français, il est tétanisé, voilà, il est tétanisé. Et si vous le mettez dans le contexte B, où il y avait des petites étoiles, où il n'y a pas la même odeur, etc., il n'est pas du tout tétanisé, il est tranquille, il explore de nouveau. Pendant cette phase d'apprentissage du contexte dans le contexte A, il y a un certain nombre de neurones dans l'hippocampe qui sont activés, et on peut marquer ces neurones qui ont été activés pendant cette période-là. C'est ceux qui étaient actifs pendant la période d'exploration de l'animal. Et ces neurones, on les voit en bas, par exemple, dans une structure qu'on appelle le gyrus denté, on les voit en vert. Donc en bleu, c'est l'ensemble des neurones. Et puis il y a quelques neurones comme ça qui sont en vert et qui sont marqués, qui sont liés à l'activation de à l'apprentissage de ce contexte. Vous avez à droite un cerveau de souris. Vous voyez bien l'hippocampe encore avec cette structure très, très particulière. Et vous voyez des plaques amyloïdes un peu partout en vert. Et chez ces souris, à partir d'un certain âge, il y a une perte de la mémoire, la perte de la mémoire dans ce test en particulier, qui a une mémoire à un coup, donc une mémoire qu'on dit de type épisodique. Et bien sûr, c'est beaucoup plus complexe chez l'homme, mais on essaye de reproduire ça avec cette mémoire qui est une mémoire extrêmement rapide et très durable d'un contexte. Donc, chez les souris, à un certain âge, on perd cette possibilité d'apprentissage du contexte. Et en fait, ces neurones qui ont été activés, pardon ? Non, je croyais. Ces neurones qui ont été activés, on a la possibilité d'utiliser la lumière par un truc que je ne peux pas détailler ici. On peut les réactiver avec la lumière, avec une fibre optique. On descend dans le cerveau de l'animal, on les réactive. On les réactive comme dans la situation où ils étaient au moment de l'encodage du contexte A. Et quand on active ces neurones, on appelle ça les cellules d'un engramme. Un engramme, c'est un grand mot, mais c'est ça. Chez l'animal qui était déficient, on peut lui faire retrouver cette mémoire du contexte. Et donc, on lui donne accès. Donc, la mémoire, elle avait été stabilisée, mais l'animal n'était plus capable d'y accéder, en fait. Donc, c'est un papier de l'année dernière de quelqu'un qui s'appelle Susumoto Negawa, qui est un très joli papier qui donne éventuellement la possibilité de penser qu'on pourrait retrouver des mémoires qu'on a perdues en réactivant certains circuits. Pas forcément, bien entendu, pas avec ces techniques d'optogénétique, mais ça peut être avec des techniques plus sur le plan, disons, neuropsychologique ou je ne sais pas quoi, de stimulation. Voilà. Donc, juste pour terminer, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de réserve cognitive, qui est due au fait qu'il y a une absence de lien direct entre le degré d'atteinte cérébrale et les manifestations cognitives, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a cette notion de résilience. C'est soit de la plasticité cérébrale, c'est une notion extrêmement importante dans cette pathologie comme dans d'autres. Le cerveau est plastique et cette plasticité, ça peut être une neuroplasticité de type fonctionnel, c'est changements dans la force des connexions, une plasticité sur le type de type structural, c'est-à-dire un recâblage des connexions, mais aussi on sait depuis quelque temps maintenant qu'on peut aussi produire de nouveaux neurones chez l'adulte, alors qu'on pensait que chez l'adulte, il n'y avait plus possibilité de production depuis à partir d'un certain âge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui utilisent chez l'animal, qui utilisent des environnements dits enrichis, qui mélangent à la fois de l'activité physique, des petits coins, des différents éléments très, très saillants, etc. Et grâce à quand on enrichit l'environnement, on a d'une part une activation de la neurogénèse, même avec de l'activité physique, une amélioration des capacités de mémoire, cette amélioration des capacités de mémoire, elle se fait sans qu'il y ait restauration réellement des phénomènes de dysfonctionnement neurobiologique de base. Donc c'est probablement des mécanismes de compensation et de plasticité cérébrale qui sont en jeu. Voilà, je vais arrêter là, donc maintenant et passer la parole
Oui, je vais avoir besoin d'une aide technique là, pour changer. Oui, oui. Bien. Donc moi, je vais terminer en vous reparlant d'une très bonne nouvelle, hein, donc, que je vous ai parlé au départ. C'est-à-dire qu'en fait, la maladie d'Alzheimer recule. Alors il y a comme ça quelques maladies qu'on va voir qui reculent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Mais c'est une constatation qui vient d'être faite dans plusieurs pays du monde, en tout cas du monde occidental. Ça semble moins vrai au Japon, en Chine, en Asie, pour des raisons que on maîtrise pas vraiment. Donc on va essayer de comprendre ça. Oh, je vais peut-être appuyer directement. Et la prévention. Donc, pour ça, la prévalence et l'incidence, c'est-à-dire le nombre de malades par rapport à la population générale, et l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées, des autres causes de démence, a priori baisse dans les pays occidentaux, essentiellement la France, mais aussi les Pays-Bas, la Suède, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie. Alors, d'abord, est-ce que c'est vraiment vrai chez nous, à Bordeaux? Parce que c'est quand même important. Et si oui, pourquoi? Parce que si ça baisse, il y a bien une raison. Des facteurs de prévention, probablement. La maladie n'est donc pas liée uniquement à la génétique, mais bien à l'environnement. C'est notre environnement qui est en train de changer. Alors on dit que, évidemment, avec les pesticides, avec tout un tas d'expositions que nous avons en plus, on devrait crouler sur la maladie d'Alzheimer, et c'est l'inverse qui se passe. Donc tout ça n'est pas programmé, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors pour ça, nous travaillons chez l'homme. On travaille chez l'homme et depuis fort longtemps. Et on a constitué ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des échantillons de la population qu'on essaye d'observer régulièrement, tous les 2 ans environ, depuis presque 30 ans pour l'étude PACWID, depuis presque 15 ans pour l'étude des 3 cités, et plus récemment pour l'étude AMI chez des agriculteurs. Au total, c'est 14 000 personnes, plus de 14 000 personnes de 65 ans et plus, que nous étudions, dans lequel nous traquons la maladie d'Alzheimer clinique, bien sûr, avec les examens complémentaires qu'a présenté Christophe, éventuellement, puisque nous avons fait chez certaines personnes des PET amyloïdes, par exemple, pour aller rechercher l'amyloïde chez les sujets présentant ou non la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, ça, c'est un papier d'Alzheimer et Dementia. Eh bien, on observe qu'effectivement, il y a une baisse de la maladie d'Alzheimer, comme des syndromes apparentés, qui est de l'ordre de 35% au cours des 20 dernières années. C'est énorme, une baisse de 35%. Et si on s'intéresse à une partie de la population un peu plus exposée que les autres à ces fameux pesticides, qui sont les agriculteurs, on peut aussi le regarder en comparant ce qui s'est passé dans l'étude PACWID et dans l'étude AMI dans la région de la Gironde. Dans l'étude PACWID, on s'intéresse à la prévalence de la démence en 1988. Dans l'étude AMI, c'est 20 ans plus tard, en 2008. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Une baisse. On est passé chez les sujets de 65 ans et plus, pour tous les déclins cognitifs, de 22,8% de personnes présentant un déclin cognitif en 1988 à 14,8%. Une amélioration assez considérable de l'état de santé cérébrale de la population. Pourquoi cela? Est-ce qu'on est en face d'un triomphe non planifié comme on a pu le voir pour la tuberculose? On a eu des maladies comme ça, où on a triomphé de la maladie alors qu'on n'avait pas planifié les choses. Et la tuberculose, c'est assez spectaculaire. Jusqu'en 1900, la tuberculose était de très loin la première cause de mortalité. Eh bien, le nombre de morts par tuberculose
s'est effondré de manière considérable. Et en 1947, lorsqu'on a eu le premier traitement de la tuberculose efficace, la streptomycine, on ne mourait déjà pratiquement plus de tuberculose. Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? On a mis du temps avant de comprendre. Le chauffage central. C'est le chauffage central. Ah bon? Et pourquoi le chauffage central? Mais parce que le chauffage central, il a permis de chauffer les maisons. Les gens ont pu se répartir dans les pièces. On a pu aérer, évidemment, changer l'air régulièrement. Et bien, les gens ne sont pas restés les uns avec les autres. Et la communication du bacille tuberculeux, du bacille de Koch, c'est bien moins fait. Et ça nous a sauvés, grâce au chauffage central. Il y a comme ça des triomphes non planifiés. En 1950, le cancer le plus fréquent, vous savez lequel c'était? C'est le cancer de l'estomac. 1950, cancer de l'estomac, numéro 1. Du cancer de l'estomac, il n'y en a quasiment plus. Il y en a encore, mais c'est exceptionnel. Pourquoi? Vous savez, le réfrigérateur. Vous croyez qu'on a fait le réfrigérateur pour enlever le cancer de l'estomac? Mais personne ne savait ça. Mais le réfrigérateur a fait qu'on a fait moins d'hélicobactères, d'accumulation d'hélicobactères et de nitrogène, puisqu'on fumait la viande à l'époque. Et donc, moins de cancérigènes, moins d'hélicobactères, moins d'ulcères de l'estomac. Terminer le cancer de l'estomac. Triomphe non planifié. Est-ce qu'il va se passer la même chose dans la maladie d'Alzheimer? Je n'en sais rien, mais ça mérite d'être pensé. La première raison auquel on a pensé, bien sûr, c'est le progrès des capacités de réserve. Parce que, évidemment, au cours du XXe siècle, le niveau d'études s'est considérablement amélioré. Il s'est considérablement amélioré et donc nos capacités de réserve, globalement, se sont considérablement améliorées parce que le niveau d'études entraîne un environnement stimulant, comme vous l'a montré Christophe tout à l'heure. Eh bien, à partir du moment où on a un environnement stimulant, on a des capacités de réserve qui se développent et finalement, on résiste beaucoup mieux à la maladie d'Alzheimer. Y a-t-il d'autres raisons? Eh bien, il y a 5 gammes de facteurs qui pourraient être protecteurs. Je vous les ai mis exprès en anglais pour vous stimuler un petit peu. La première des choses, c'est évidemment la meilleure gestion des facteurs de risque vasculaire. Ce sont les facteurs de risque vasculaire qui fragilisent, qui rendent avant tout notre cerveau vulnérable. Hypertension artérielle, diabète, tabagisme. Et c'est dans ce domaine-là qu'on a vraiment des preuves cliniques tout à fait réelles par un essai clinique de prévention de l'hypertension artérielle par le traitement de l'hypertension artérielle, de prévention de la démence chez les sujets dans lesquels l'hypertension artérielle est stabilisée. Oula. Deuxième facteur, l'activité physique. Évidemment, notre activité physique se développe de plus en plus. C'est un facteur potentiel sur lequel nous pouvons agir. Mais là, une difficulté, c'est que on peut certes avoir la maladie d'Alzheimer, mais on peut aussi beaucoup plus souvent mourir. Donc pour bien comprendre ce qu'on gagne avec l'activité physique, il faut faire les deux, parce que si on doit faire du sport et puis mourir parce qu'on a fait un marathon ou des choses comme ça, c'est pas très rigolo. Donc c'est très important de contrôler les deux. C'est un peu ce qu'on a fait, je passe un peu vite parce que sinon... C'est-à-dire qu'on peut à la fois évidemment devenir dément, mais on peut aussi mourir. Et que le meilleur moyen finalement d'éviter la démence, c'est de mourir avant. Alors que ça, c'est vraiment le facteur protecteur le plus efficace. Donc, si on regarde l'effet du sport, qu'est-ce que donne le sport? Là, vous avez un chiffre de 0,83, 0,59, 0,95. Ce sont ce qu'on appelle des risques relatifs. Vous voyez qu'ils sont inférieurs à 1. Donc, c'est un effet protecteur. Le sport protège de la démence de 17%. 0,83, c'est ce que ça veut dire.
Mais il protège de la mort de 0,59. Donc comme il protège plus de la mort que de la démence, est-ce que faire du sport ne va pas faire que je vais être plus dément que les autres finalement, puisque je suis plus protégé de la mort? Donc c'est important de savoir ça, hein, pragmatiquement, avant de se lancer dans 1 heure de sport tous les jours, 1 heure de marche tous les jours. Il vaut mieux vérifier ce genre de choses. C'est absolument indispensable. Eh bien, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça veut dire que les sportifs, mais ils ont exactement le même risque que les autres. Vous avez le même risque. Mais, évidemment, votre durée de vie sans démence, elle est de 3 ans supplémentaires. Donc vous gagnez, en étant sportif régulier, 1 heure de sport, etc., toutes les 2, à peu près par jour, vous gagnez 3 ans d'espérance de vie sans démence. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le présenter comme ça. Mais ne croyez pas que vous diminuez votre risque absolu. Vous voyez, les sportifs en bleu et les non-sportifs en rouge, le risque est le même, à cause de cet effet sur la mort. Donc ça aussi, c'est un peu notre travail d'arriver à contrôler ces risques compétitifs, que vous avez un peu moins de problèmes avec les vieux rats, je présume. Mais tout de même, il faut faire attention à ça. La fragilité qui conduit à la mort, il faut y faire attention. L'alimentation. Alors, oh là, l'alimentation, c'est le 3e aspect. On ne va pas vous faire devenir un homme fruit, comme Alcine Boldo, hein, ou un homme poisson, c'est Alcine Boldo. Non, il n'est pas question. Tout est une affaire de modération et de variation. Et le plus beau tableau, peut-être la seule chose qu'il faut... Enfin non, on est à Bordeaux. Hein. Permettez-moi de vous montrer ceci. C'est le verre de vin de Vermeer. Hein. Et ce verre de vin de Vermeer, il y a dans ce tableau, finalement, peut-être tout ce qui explique pourquoi nous vieillissons de mieux en mieux. C'est parce que nous avons compris, à Bordeaux en tout cas, que la modération était la meilleure des choses. Vous avez aussi ce monsieur qui a servi à cette dame un verre de vin qu'elle a fini. Il a envie d'en servir un second, on le sent, manifestement. Il est là, vous le voyez. Mais la lumière vient de la fenêtre. Et sur la fenêtre, vous avez l'allégorie de la tempérance. Pour bien montrer qu'un verre, ça va, 5 verres, bonjour les dégâts. Donc c'est une affaire d'équilibre. Et le vieillissement, la vie, l'adaptation, c'est une affaire d'équilibre. Ainsi, l'équilibre probablement la plus élaborée est le régime méditerranéen. Pourquoi? Parce que autour de la Méditerranée, c'est là qu'est née l'agriculture. C'est là que nous avons appris à domestiquer la nature pour nous permettre de survivre en faisant autre chose que de cueillir des baies ou de manger des dinosaures. Donc c'est dans cette partie-là que vraiment l'équilibre et la modération, et c'est vrai que le régime méditerranéen est certainement un régime à promouvoir. Vous voyez que l'adhésion... Oula, c'est fini. L'adhésion au régime méditerranéen est vraiment quelque chose qui joue à la fois sur le risque de démence, mais aussi sur l'état cérébral et les mesures qui sont ici. Bon, est-ce que je vais y arriver? Non, je ne vais plus utiliser ça. Je pense que je peux terminer comme ça. Il y a encore 2 autres points importants à dire. Les activités stimulantes. Les activités stimulantes, nous avons montré aussi avec nos cohortes, encore le suivant. Ça c'est la vitamine D, mais on peut passer. Là, activité stimulante. Là, Georges de la Tour. Le tricheur à l'as de cœur. Donc c'est très bien de jouer aux cartes, mais il faut tricher un peu de temps en temps, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt.
si vous ne trichez pas un peu de temps en temps, ce ne sera pas très stimulant. Ou alors, il faut changer d'adversaire. Il faut faire des concours. C'est ça la stimulation. Mais la stimulation est surtout obtenue avec un peu de tricherie. La suivante, vous voyez, si on regarde ceux qui jouent aux cartes versus ceux qui ne jouent pas régulièrement aux cartes, le risque est nettement diminué lorsqu'on joue régulièrement aux cartes. La suivante, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que vous avez ici, en rouge, les gens qui ont toujours été actifs au point de vue vie sociale. Et puis, en noir, c'est ceux qui n'étaient pas actifs et qui se mettent à être actifs au cours de leur retraite. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le risque est exactement le même. Le fait de devenir actif vous permet de revenir à un risque qui est celui de ceux qui ont toujours été actifs. Donc même à la retraite, même à 75 ans, puisque là la cohorte démarre à 75 ans, même à 75 ans, on devient actif à 75 ans, ça veut dire qu'on a des activités sociales, plus de 5 différentes par semaine, eh bien ça vous permet de rattraper votre risque de ceux qui ont toujours été actifs dans leur vie. Alors qu'à l'inverse, ceux qui se mettent à être inactifs, se replient sur eux-mêmes, eh bien rejoignent le risque de tous ceux qui ont toujours été inactifs. Donc les capacités de réserve dont parlait Christophe, elles s'entretiennent vraiment à tout âge de la vie. La suivante, je passe là-dessus. Donc pourquoi on a cette baisse? Probablement, notre idée actuelle, c'est que la dégradation de la fonction cérébrale au cours de l'âge se passe en gros en 4 étapes. Du cerveau normal au cerveau vulnérable, du cerveau vulnérable à l'Alzheimer prodromal, c'est-à-dire juste avant la maladie d'Alzheimer, et de l'Alzheimer prodromal à la maladie d'Alzheimer. Les traitements tels qu'on les teste actuellement, c'est malheureusement tard dans l'évolution. Et la plupart des facteurs de risque dont je vous ai parlé et des pistes sur lesquelles on peut agir, c'est le passage entre cerveau normal et cerveau vulnérable. Et ce passage de cerveau normal à cerveau vulnérable, il se fait à tout âge de la vie. À tout âge de la vie. Et donc, évidemment, à 20 ans, on ne va pas se préoccuper, mais déjà, à l'âge de 20 ans, si vous passez le bac et que vous êtes reçu, ben vos capacités de réserve augmenteront d'autant. Si vous avez un métier dans lequel vous avez un côté stimulant dans le métier, en anglais on parle d'effortful, qui nécessite de stimuler vos capacités d'innovation, de planification, ben vous avez moins, vous boostez vos capacités de réserve, vous avez moins de chances. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un métier comme ça, il faut au moins que dans les loisirs, vous puissiez avoir, vous alliez chercher ce type de... Et les loisirs n'ont pas besoin d'être intellectuels. Hein. Moi, je suis chasseur, je peux vous dire que la chasse au lièvre, par exemple, c'est quelque chose dans lequel l'imagination, l'innovation, la planification est absolument essentielle. Par exemple, s'il pleut, c'est pas la peine d'aller au lièvre. Ça n'a aucun sens. Vous ne leverez jamais le lièvre, vous voyez. Donc, un loisir, il est stimulant et c'est absolument essentiel de se développer. Et puis, quelque chose d'absolument essentiel, c'est évidemment le passage à la retraite, qui là est totalement stratégique, notamment pour des gens comme moi, encore que moi, j'ai des loisirs, mais enfin, certains de nos collègues ne préparent pas leur retraite et se retrouvent avec une absence d'activité intellectuelle et un vide qui est extrêmement préjudiciable à ce niveau-là. Et probablement, c'est ce cerveau vulnérable qui a probablement diminué considérablement au cours des 100 dernières années. Et je pense que ça vaut le coup de le booster. Je vous remercie. Si vous avez... Ah, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, ce que je défends, c'est un départ à la retraite anticipé. Il y a des gens qui ont planifié leur retraite déjà.
Moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient à l'EDF. Ils sont partis à 52 ans. Mais ils avaient planifié le fait de prendre leur retraite à 52 ans. Et ils ont eu une deuxième vie après 52 ans. Donc c'est eux qui était une vie de loisirs, d'associative, de choses comme ça. La grosse difficulté, c'est de partir à la retraite sans avoir anticipé vraiment les choses. C'est ça qui est... Mais ce qu'on comprend aussi dans votre présentation, c'est qu'il faut arrêter la recherche. Parce que la maladie décline sans qu'on comprenne et que c'est ça un petit peu le... C'est-à-dire que bon, on leur met un peu moins de responsabilité. D'accord. Un peu moins, parce que c'est en train de se résoudre. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, là-bas. Claire. En attendant, vous avez une question par rapport au cerveau vulnérable. Je me demandais s'il y avait un profil psychologique qui est identifié de vulnérabilité, parce que vous n'en avez pas du tout parlé. Alors, un profil neuropsychologique, oui, neuropsychologique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des difficultés dans la vitesse de traitement de l'information. Ils sont plus lents. Et dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire leur capacité, par exemple, à faire plusieurs choses à la fois. On dit que, moi j'entends dire que la femme est incapable de faire deux choses à la fois, des fois on dit que c'est l'homme qui... Bon, c'est ce genre de choses. Être capable à la fois de regarder une carte et de conduire sa voiture. Vous voyez ? C'est ce genre de choses. Ou le GPS. Vous avez dit que la maladie d'Alzheimer, on savait qu'elle existait depuis 2000 ans. Comment on a découvert cette ancienneté ? Tout simplement par des textes. Elle est déjà décrite dans Hippocrate. Très cliniquement, elle est déjà décrite dans Hippocrate. La plus belle description de la littérature de la maladie d'Alzheimer, c'est le Roi Lear. Donc c'est pas 2000 ans, mais c'est donc 1600 environ. Hein. Et c'est une description parfaite de ce qui est la forme la plus sporadique de la maladie d'Alzheimer, avec le Roi Lear qui se démentifie, qui a 3 filles, et il met un pataquès pas possible entre les filles. Les 2 filles qui s'occupaient de lui, qui l'encadraient, il les vire, il revient avec celle avec qui il était fâché. Et la seule personne qui le comprend est le fou. Et donc le fou arrive par l'humour à le faire progresser. C'est très clair dans le Roi Lear. C'est à lire en anglais parce que les traductions sont mauvaises. Mais c'est vraiment à lire le Roi Lear. Si vous voulez une description clinique de la maladie d'Alzheimer, lisez le Roi Lear. Merci. Oui, bonsoir. D'après ce que j'ai compris dans votre présentation en préambule, il y a des marqueurs comme la protéine Tau, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous faites des recherches avec des patients, c'est-à-dire est-ce que vous faites une recherche biologique si ces protéines existent et dans quelles circonstances? Travailler sur des biopsies de cerveau, c'est ça que vous voulez dire, ou c'est-à-dire que non, un patient lambda qui est là, vous faites une recherche de protéine Tau, pourquoi? Alors, que ça existe. ce qui se fait. Ah, pourquoi c'est une bonne question. Enfin, en tout cas, on connaît un certain nombre de protéines, mais ça, le médecin va parler là-dessus, qu'on utilise comme biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on fait des ponctions du liquide céphalorachidien, et dans ce liquide céphalorachidien, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont relativement adaptés pour comprendre, pour faire un diagnostic. En particulier les peptides à bêta-amyloïdes, Tau, qu'on retrouve dans le liquide céphalorachidien. Donc il y a une vraie corrélation entre des niveaux de ces protéines et puis la maladie. Donc ça sert de diagnostic, si je comprends bien. On a besoin on aurait besoin, parce que faire une ponction lombaire, c'est quand même pas très agréable. On aurait besoin maintenant de trouver des biomarqueurs qui soient des biomarqueurs sanguins. Il y a un certain nombre de groupes qui essaient de trouver des biomarqueurs qui permettent une corrélation entre des dosages sanguins et l'évolution de la maladie. Cela dit, on ne sait pas la guérir. Donc, à quel stade on a besoin de vraiment savoir si on a ou non la maladie? C'est comme les tests génétiques. Je pense que les tests génétiques ApoE4, je ne les recommanderais pas aux gens tant qu'on n'a pas de moyen de combattre cette maladie.
Non, je pense qu'effectivement, tu as presque tout dit. Effectivement, on peut maintenant, avec la ponction lombaire, mesurer le taux de protéines amyloïdes et le taux de protéines taux dans le liquide cérébrospinal, c'est le liquide céphalorachidien, ça s'appelle liquide cérébrospinal maintenant, et il est élevé, effectivement, dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça nous permet la certitude, d'avoir une certitude de diagnostic. C'est surtout utile dans les cas dans lesquels il y a un contexte génétique, justement, et dans les cas où on doute un peu du diagnostic. Une recherche sur la protéine tau, elle se fait par des médicaments qui eux-mêmes sont censés empêcher l'accumulation de protéines tau. Et jusqu'à maintenant, comme pour l'amyloïde, ça n'a pas marché. Mais il faut avouer que la complexité du mécanisme est probablement extrêmement importante. Et donc, il est essentiel que des chercheurs comme Christophe nous disent sur quelle voie agir. C'est toujours difficile, bien sûr, de travailler sur ces mécanismes chez l'homme, enfin, surtout quand il s'agit de cerveau. Il y a quand même des techniques qui se développent qui permettent, à travers les cellules souches somatiques, donc de différencier des cellules souches de patients en neurones. Ça se fait de plus en plus. C'est pas encore, à mon sens, des circuits de neurones qui pensent quelque chose ou qui veulent dire quelque chose, mais ça nous permet de travailler sur ces protéines dans humaines, dans le contexte cellulaire humain. Et donc, c'est des choses qui se développent et qui sont relativement, faciles d'un point de vue éthique de travailler sur ces cellules souches somatiques. Voilà. Donc ça, c'est une grande voie de recherche aussi. Et puis l'autre chose, c'est l'imagerie. Enfin, il y a des développements extraordinaires dans le domaine de l'imagerie, des différentes formes de tau et des plaques amyloïdes, etc. On est tout à fait capable maintenant, même sans ponction lombaire, de visualiser tau avec un PET tau. Mais ça reste un outil de recherche à partir du moment où on n'a pas de traitement efficace à un stade extrêmement précoce de la maladie. On est dans le cadre d'une recherche. Évidemment, c'est ce qu'on fait à l'Institut des maladies neurodégénératives cliniques de Pellegrin. Mais c'est uniquement sur des gens qui viennent nous voir et qui sont ensuite volontaires pour participer aux essais. Bonsoir, excusez-moi, est-ce que d'un point de vue protéique, on sait à l'heure actuelle si c'est A-bêta qui s'accumule avant tau ou si c'est les protéines tau qui s'accumulent avant A-bêta et qui, du coup, lesquelles s'accumulent en premier en fait? Eh bien, ce qu'on pense maintenant, c'est que fondamentalement la maladie d'Alzheimer est plutôt une taupathie précipitée par A-bêta. C'est-à-dire que c'est plus une convergence de mécanismes, qu'une séquence d'apparition. Au départ, vraisemblablement, c'est la taupathie, ou peut-être même ce que dit une synaptopathie initiale, qui est ensuite acutisée par l'accumulation de ces protéines. C'est plutôt ça qui semblerait être... Dans les modèles animaux que vous utilisez, c'est plus la taupathie qui est représentée? Oui, il y a des modèles, c'est des modèles partiels, et donc il y a des modèles de taupathie et des modèles de peptides amyloïdes, disons, et certains modèles qui sont des modèles mixtes. Mais je crois que ce qui est assez clair quand même, c'est que les plaques elles-mêmes sont un très mauvais marqueur du déclin cognitif. Ça ne veut pas dire par contre que la peptide amyloïde, en fait, avant d'être dans les plaques, le peptide amyloïde, il existe dans l'espace extracellulaire. Ils forment des petits agrégats qui ne sont pas visibles et qui peuvent être très, très délétères sur le fonctionnement des synapses, par exemple les circuits neuronaux. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement clair maintenant, mais les plaques elles-mêmes, elles sont relativement peu concordantes avec les stades de développement de la maladie. Je crois quand même que la protéine tau est plus concordante avec ces stades, comme je vous le montrais dans une des diapositives, où on a une progression de zone corticale qui est relativement bien tracée. Il y a un cheminement des tauopathies qui est relativement bien tracé et qui correspond quand même un peu plus, mais bon là je parle sous contrôle, correspond un peu plus à l'évolution de la pathologie sur le plan cognitif. Un des obstacles que nous avons maintenant pour la recherche chez l'homme, ce sont effectivement, comme l'a dit Christophe, les échecs qu'il y a eu de l'industrie pharmaceutique. Songez que Lilly,
par exemple, le laboratoire Lilly, qui est un des plus grands laboratoires américains, a mis 10 milliards de dollars en 5 ans sur la maladie d'Alzheimer, sur l'immunothérapie anti-amyloïde, sans aucun succès. Donc les laboratoires ne font pas que gagner de l'argent sur notre dos. Ils permettent aussi de faire progresser quand ils le peuvent la recherche, et parfois à perte, puisqu'ils ont décidé d'arrêter. Ça suffisait. 10 milliards, ils ont dit c'est fini. Et malheureusement, c'est un gros problème, parce que moi j'ai le sentiment que probablement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que c'est probablement en attaquant plusieurs voies à la fois qu'on pourra contrôler le phénomène. Exactement comme ça s'est passé dans le sida ou dans certains modes de cancer. C'est-à-dire que si vraiment on peut bloquer 2 ou 3 chemins métaboliques, qu'on peut imaginer changer les choses une fois qu'elles ont commencé, bien sûr. Et le problème, c'est que imaginer des trithérapies ou des bithérapies dans l'Alzheimer, pour le moment, c'est impossible. C'est impossible parce que il n'y a pas un seul traitement qui a montré quoi que ce soit de vraiment efficace. Et les laboratoires, ils vont pas partir sur 3 molécules à la fois. C'est pas possible. Même dans le sida, on a commencé par un traitement qui avait une certaine efficacité. Et dans le cancer, on avait un traitement qui avait une certaine efficacité. Et c'est après, quand on est passé à 2, à 3 traitements, là, on a vu que l'effet était beaucoup plus. Mais dans l'Alzheimer, on n'a même pas un début. Donc c'est vraiment ennuyeux. Et puis, moi, ce que j'ai entendu aussi récemment, c'est que les industries pharmaceutiques se désengageaient aussi de toutes les drogues symptomatiques, enfin très précoces. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'il y a des choses quand même qui sont testables. Enfin, je vous parlais des récepteurs A2A, je dis pas que c'est forcément le Graal, mais si on arrive, enfin, c'est une combinaison de choses. Si on arrive à être suffisamment précoce dans la détection de la maladie, si on arrive à trouver des biomarqueurs qui sont des biomarqueurs prédictifs avec une bonne, on peut commencer assez tôt à s'intéresser à ça. Et si on retarde de 5 ans l'apparition des symptômes, c'est énorme par rapport à On laisse le temps de mourir avant. Voilà. C'est parfait. Bonsoir. Vous parlez de biomarqueurs et que vous essayez de détecter dans la maladie à partir de ces biomarqueurs, mais à quel moment en fait on va utiliser donc la ponction, comme vous avez dit, pour détecter les protéines qui s'accumulent? En clinique, vous voulez dire? Oui, à quel moment on recherche? C'est ça. On recherche au moment où les gens se plaignent et viennent nous voir à la consultation mémoire à Pellegrin. On ne va pas traquer la maladie chez des gens qui ne présentent aucun symptôme. Et on n'ira pas non plus, par exemple, aller traquer la maladie, même si un parent ou s'il y a 2 parents qui ont la maladie. On peut rechercher une anomalie génétique. Ça se fait parce que ça fait partie du conseil génétique. Mais sinon, on attend toujours qu'il y ait un symptôme. Et actuellement, on le fait dans 2 conditions. Quand il y a un terrain effectivement génétique possible, et l'autre, quand on a une forme très atypique de la maladie, notamment chez un sujet jeune, parce que là, enfin, je veux dire, avant 60 ans, c'est très jeune, avant 60 ans, c'est extrêmement jeune. Donc quelqu'un avant 60 ans, pour lequel il y a des conséquences majeures et on est obligé de savoir parce qu'on a besoin de fixer un pronostic. C'est essentiellement dans ces conditions qu'on recherche les biomarqueurs. Alors, c'est vrai que aux États-Unis, par exemple, l'utilisation des biomarqueurs est beaucoup plus fréquente, mais nous, en France, c'est réservé aux cas difficiles ou aux cas génétiques. Bonsoir et merci pour cette conférence. J'ai une petite question peut-être un peu épineuse, mais je vais me lancer quand même. Qu'en est-il de Alzheimer et la nicotine? J'ai lu des études qui apparemment ont été faites même à Bordeaux, il semblerait, sur le fait qu'elle stopperait le développement de la maladie. Alors évidemment pas sous sa forme la plus connue, mais plutôt à des fins thérapeutiques. Oui, il y a des récepteurs de la nicotine dans le cerveau, comme vous le savez tous. Et je crois justement qu'il y a eu une grande étude sur
un sous-type de récepteur nicotinique, alpha 7, et qui n'a pas été couronné de succès. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre maladie d'Alzheimer et la nicotine, c'est-à-dire le système cholinergique, puisque la nicotine, elle se fixe sur un récepteur. Enfin, l'agent naturel, c'est de la nicotine, enfin c'est de l'acétylcholine. Donc effectivement, il y a un lien entre les deux, et effectivement, il y a une dégénérescence relativement précoce. Cela dit, bon, la nicotine, elle a des effets facilitateurs sur certaines tâches cognitives, c'est sûr. Ça a aussi des effets, ça permet de mourir plus tôt aussi, d'une certaine manière, parce que je comprends, si c'est mêlé avec du tabac et avec d'autres choses. Donc, je sais pas. Moi, je sais pas s'il y a une étude épidémiologique sur le lien entre tabac et... Oui, il y a eu de multiples études épidémiologiques avec le tabac. En fait, le risque est neutre pour les fumeurs, pour ceux pour la maladie d'Alzheimer. C'est pas du tout le cas pour les démences vasculaires, où là, pour les démences vasculaires, c'est pas plus rigolo que l'Alzheimer. Les démences vasculaires, ça évolue pareil, on finit dépendant, grabataire. Et là, le fait d'être fumeur majore le risque de démence vasculaire. Mais par contre, l'effet sur la maladie d'Alzheimer est neutre. Ça n'augmente pas le risque et ça ne le diminue pas, et ça quel que soit l'âge. Contrairement à la maladie de Parkinson. Parce que le fait de fumer protège de la maladie de Parkinson jusqu'à 60 ans et devient délétère ensuite à cause du côté vasculaire de la maladie. Je ne parlais pas particulièrement du tabac, mais vraiment de l'utilisation de la nicotine à des fins thérapeutiques. Oui, mais effectivement, les récepteurs nicotiniques font partie des cibles potentielles qui sont en cours de... Mais qui n'ont pas, apparemment, d'après ce que j'ai entendu assez récemment, elles n'ont pas vraiment encore fait leurs preuves. Voilà, comment ça s'appelle ? C'est Janssen, une boîte pharmaceutique belge qui abandonne son programme sur des agonistes alpha 7, donc nicotiniques. Donc voilà, parce que ça ne marche pas pour ce type de pathologie. Voilà. Bien. Les traitements actuels qui sont donnés c'est essentiellement l'acétylcholine, essentiellement les inhibiteurs de l'acétylcholine estérase, et la mémantine qui joue plus sur le GABA. Ce sont des traitements dits symptomatiques. Ils ont quand même un intérêt. Ils améliorent symptomatiquement un certain nombre de malades, notamment ceux qui ont une forme un peu particulière qui est la maladie des cordes Lévy. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ce serait un peu trop compliqué, mais ils ont réellement leur intérêt. À long terme, leur bénéfice, c'est un peu de ralentir également l'évolution. Néanmoins, la commission de transparence a proposé de dérembourser ces médicaments, parce que l'effet n'est pas suffisant. Et il y a eu une levée de boucliers des associations de famille et des médecins, qui fait que Marisol Touraine a tapé en touche, et maintenant, c'est le nouveau ministre qui va décider. Enfin, je pense qu'on en a pour quelque temps encore. Heureusement pour les malades, parce que déjà, ils sont très peu diagnostiqués, vous l'avez vu, mais si en plus, il n'y a aucun traitement remboursé, ils viendront encore moins nous voir. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, merci beaucoup à vous deux pour cette très belle conférence et merci à tous d'être venus si nombreux.